volume à fond. Bon, bah écoutez, c'est dommage. J'ai un problème de volume aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais on va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a. Bon, bonjour à tous. Euh, alors, voilà. Donc, je disais Destin des étoiles, quatrième édition. On n'avait jamais rien fait sur les trous noirs, donc il était temps. Et ça tombe très très bien parce que ceux qui suivent l'actualité astronomique ont dû remarquer qu'une nouvelle image était sortie du trou noir supermassif de la galaxie M87, le fameux M87 étoile, ou aussi appelé POI. Et voilà, ça tombe très très bien. On parlera aussi de cette imagerie de cette image, pardon, qui m'a pas mal posé de questions. Et voilà. Alors, à mon avis, j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai prévu parce que plus je travaillais ce live et plus je me rendais compte qu'il y avait des tas et des tas et des tas de choses à dire. Donc, probablement qu'une partie de ce que j'ai prévu sera reportée sur le prochain live. Donc, au début, j'avais fait un petit menu voilà, qui ressemblait à ça. Donc, on fait un petit historique rapide des trous noirs, un tour d'horizon des événements, bien sûr. En deuxième partie, on va voir vraiment ce que c'est physiquement qu'un trou noir. Un trou noir stellaire, donc les petits en fait, ceux qui font que quelques kilomètres, et les trous noirs supermassifs. On verra la différence entre les deux, mais on laissera une grande partie de ce qu'on peut voir sur les trous noirs supermassifs pour une prochaine session. Parce que sinon ça durerait 2 heures et demie. Et puis en plus, comme le son apparemment est pas très bon, bah, ça tombe très bien. Euh, Ensuite, voilà, on verra vraiment ce que c'est physiquement qu'un trou noir et surtout on parlera de ce que c'est que l'image de ce trou noir et vous remarquerez que je dis pas la photo. Et en plus, on a parmi nous voilà, Marion qui est médiatrice scientifique et qui a énormément travaillé sur cette image. On avait même fait une conférence tous les deux justement autour du 15-20 avril 2019 quand l'image de Powei était sorti et que ça avait été un peu l'ébullition dans le monde scientifique et de l'astrophysique. Et en dernière partie, on posera un peu les questions classiques qui reviennent toujours sur les trous noirs et puis on ira même un peu jouer avec les trous noirs avec un autre logiciel. On verra ce qu'on peut faire en plaçant des trous noirs ici ou là. Alors, quand on s'intéresse... ah oui, j'avais dit que je ferais un jeu de mots, je me sens obligé de le faire, donc ça va être dense et compact hein, comme session. Voilà. On a beaucoup de choses à dire sur les trous noirs. Et puis c'est assez logique en fait que les trous noirs fascinent autant parce que c'est vraiment, on est dans le cas où un objet réel, entre guillemets, alors quand je dis un objet c'est quelque chose qui existe physiquement, pousse les théories et les théoriciens dans leur retranchement. Et c'est toujours intéressant les objets extrêmes comme les étoiles à neutrons, les pulsars, les trous noirs ou les quasars dans le cas des galaxies ou autres, ou les galaxies elliptiques géantes, enfin tous les objets qui sortent un peu du cadre, parce que justement, voilà, ils forcent à redéfinir un peu le cadre, à redéfinir les choses, et c'est là que en fait la science avance en arrivant à poser de nouveaux cadres théoriques. Alors, quand on s'intéresse à ce que c'est qu'un trou noir, en fait, souvent on se dit, et c'est des choses qu'on entend, c'est en partie vrai, que pour comprendre ce que c'est qu'un trou noir, il faut aller chez Einstein, faire un petit tour chez Einstein, comme dirait cette chère Dorothée, pour ceux qui connaissent la chanson. En fait, c'est pas complètement vrai. Les trous noirs sont possibles chez Newton, donc qui est le papa de la gravité, on va dire, hein, même s'il a eu d'illustres précurseurs comme Galilée, peut-être même Léonard de Vinci, qui semble avoir compris que c'était une accélération un peu avant tout le monde. Chez Newton, donc le père de l'attraction universelle, de l'attraction gravitationnelle, qui va expliquer voilà, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas tomber autour de la Terre, alors qu'en fait elle tombe quelque part autour de la Terre, mais en la ratant à chaque orbite, voilà, qui va donner un cadre mathématique à la physique de la gravitation, qui va permettre d'expliquer tout le système solaire. Euh, En fait, même dans ce cadre-là, les trous noirs sont possibles. Et, euh,
Et ils sont possibles, entre autres, parce que voilà, un certain Ole Romer va étudier la vitesse de la lumière en observant les lunes de Jupiter, les lunes galiléennes, et il va calculer un temps de trajet des rayons lumineux euh, par rapport au... Voilà, il fait des calculs, par exemple, Io devrait apparaître à telle heure du côté de Jupiter, en passant de derrière Jupiter. Et en fait, il apparaît que 20 et quelques minutes plus tard, donc il se rend compte que c'est le temps de trajet de la lumière. Et il va arriver, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais il n'a pas la vitesse exacte, en fait, il va se tromper d'environ 30%. Il va calculer une vitesse de la lumière d'environ 230 000 km par seconde, mais il n'empêche que voilà, la lumière ne voyage pas instantanément. Et de là, des gens, et le premier là-dedans, ça va être celui qui est en bas à gauche, c'est John Mitchell, qui est un astronome britannique, qui le premier va imaginer que si la gravité d'un astre est vraiment très forte, extrême, la vitesse de libération à sa surface, d'ailleurs tiens je me rends compte j'aurais dû parler de Newton avant, la vitesse de libération à sa surface sera trop grande. Alors c'est quoi la vitesse de libération? Donc c'est Newton à côté là, avec ses petites lunettes de soleil et son petit verre qui nous le donne. C'est une formule, donc vitesse de libération ou d'échappement, hein, VE, échappement, donc égale racine de 2G, alors G c'est la constante gravitationnelle, fois la masse sur le rayon. En gros ça dit quoi? Ça dit que plus on a les pieds près d'une masse importante, et plus ça va être dur de s'échapper de cette masse. Pour schématiser. La vitesse d'échappement de la Terre, pour s'échapper définitivement de la Terre, c'est 11 km par seconde. Donc par exemple ceux qui ont suivi tout à l'heure le décollage de la fusée Starship, eh ben, elle n'a pas atteint cette vitesse d'échappement, elle a explosé avant. Bon, c'était pas prévu vraiment qu'elle échappe à l'attraction terrestre, mais voilà, en gros, pour aller sur la Lune, c'est un tout petit peu moins, mais en gros, il faut atteindre cette vitesse d'échappement de 11,2 km par seconde, soit 40 320 km/h. Ok. Donc il y en a déjà qui comprennent que si la gravité est vraiment trop forte, en fait, la lumière, vu qu'elle voyage à une certaine vitesse, elle ne pourra pas s'échapper. Et donc, ils vont appeler ça une dark star, en fait. Voilà, qu'on traduit souvent par astre occlus ou une étoile sombre. Alors, il se dit que c'est possible. Bon, honnêtement, à l'époque, ça intéresse pas grand monde, son travail à John Mitchell. Un peu plus tard, il y a Simon de Laplace, célèbre mathématicien à qui on doit plein d'équations importantes en physique, qui va reparler voilà, qui va redécouvrir en fait cette idée qu'a eu John Mitchell. Et puis, donc ça c'est un peu les pionniers hein, du concept de trou noir. Et puis il y a les papas vraiment des trous noirs. Alors, il y a un papa un peu honteux en fait. C'est-à-dire qu'il va pas assumer sa paternité, c'est Albert Einstein. Euh, Lui, il va donner une équation absolument incroyable. Alors, je l'ai mise en bas pour faire le malin, hein, mais entre nous, je suis incapable de magouiller dans cette équation. Même des ingénieurs, des physiciens qui n'ont pas travaillé dessus, ils sont pas capables d'aller là-dedans. C'est quand même voilà, les tenseurs, tout ça, c'est très compliqué. Mais il sort une équation qui redéfinit totalement ce que c'est que la gravitation. Et cette équation est tellement puissante que plus de 100 ans après, elle n'est jamais remise en défaut. Elle est tellement efficace qu'on s'en sert aujourd'hui. Elle est tellement précise, pour vous donner une idée, c'est une anecdote, mais c'est vrai, qu'il n'y en a même pas besoin pour aller sur la Lune. C'est-à-dire que pour aller sur la Lune, les calculs newtoniens sont suffisants. Vous pouvez considérer que la gravitation est une force, qu'elle attire votre fusée ou autre, ou que la Terre attire la Lune, etc. Les calculs que vous ferez seront faux, mais suffisamment proche de la vérité pour que ce soit suffisant pour aller se poser sur la Lune. Euh, la relativité générale va permettre d'expliquer pourquoi, par exemple, Mercure, tous les 100 ans, se décale légèrement de l'orbite qu'on lui calcule avec Newton, chose qu'on ne pouvait pas faire avec Newton. Donc Einstein va préciser beaucoup plus fort ce que c'est que la gravitation. Et en fait, il y a un certain monsieur, tous les soirs maintenant, quand je stream, j'ai un chat qui va dans sa caisse et qui gratte. Bon, alors si le son est pas très fort, peut-être que vous l'entendez pas, c'est le bon côté. Euh,
Il y a un certain monsieur, Karl Schwarzschild, avec sa moustache là, nietzschéenne, on croirait Nietzsche, qui, dans les tranchées, pendant la guerre de 14-18, va... Ah, vous entendez rien des miaou. Alors, c'est pas des miaou, c'est des grattages dans la caisse. Mais bon. Il va, donc, dans ces tranchées, trouver une solution parfaite à l'équation d'Einstein, à l'équation de la relativité générale. Et cette équation, elle est pour une masse dans le vide. C'est avec vraiment rien autour. Oui, j'avais compris, Marie, que les miaou, c'était les chats. J'avais bien compris. Et donc, en fait, il va voilà, donner au monde, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui le trou noir de Schwarzschild. C'est-à-dire que c'est un trou noir idéal ou idéal, c'est-à-dire du monde des idées, qui n'existe pas vraiment, parce que c'est un trou noir statique, on n'en connaît pas. Mais c'est la base, c'est-à-dire que des trous noirs de Schwarzschild, s'ils n'en existent pas, il n'empêche qu'ils ont les étudier permet de comprendre une grande partie de ce que c'est qu'un trou noir. Voilà. Apparemment, Einstein, jusqu'à la fin de ses jours, alors moi je pensais que non, il avait fini par reconnaître, mais j'ai lu des sources assez sérieuses qui disent que non, jusqu'à la fin de ses jours, il refusait de croire à l'existence des trous noirs. Et un de ses contemporains, un astronome très célèbre, Eddington, aura une jolie formule, totalement fausse, mais jolie. Il dira non, il y a quelque chose dans la nature qui empêche de telles, alors c'est pas le mot qu'il emploie, mais l'idée c'est ça, de telles aberrations de survenir. Pour lui, les étoiles ne peuvent pas s'effondrer comme ça jusqu'à devenir des trous noirs. Alors les étoiles ou d'autres choses, hein, du moment qu'il y a suffisamment de masse, ou même s'il y a une pression suffisante, typiquement la Terre, si vous arrivez à la comprimer jusqu'à 2 cm, vous obtenez un trou noir. Sauf qu'il n'y a pas assez de masse dans la Terre pour que l'effondrement se produise. Et alors je ne l'ai pas mis, mais il y a plein d'autres mondes en fait qu'on aurait pu mettre. Un des travaux quand même très importants, alors je crois que c'est un élève d'Einstein justement, un certain Robert Oppenheimer, le papa du projet Manhattan, de la bombe atomique américaine, qui a écrit de l'effondrement gravitationnel continu. De l'effondrement gravitationnel continu. J'adore cette formule, je la trouve très belle. Et d'ailleurs, quasiment toute la sémantique autour des trous noirs est magnifique. Hein. De l'effondrement gravitationnel continu. Je trouve que voilà, rien que de prendre conscience de ces mots, c'est en soi puissant. C'est-à-dire que rien ne s'oppose à l'effondrement total d'un astre. Et par total, on entend infini. Et c'est pour ça que dans la théorie des trous noirs, je dis bien la théorie, parce que la théorie mathématique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette chose dont je vais vous parler existe vraiment, mais dans la théorie, et ouais, bien sûr, Blandine, il ne cesse jamais de s'effondrer, mais mathématiquement, c'est ça. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut trouver, par exemple, Jean-Pierre Luminet qui dit, enfin, c'est bon, moi c'est comme ça que je l'interprète, il dit, si on cherche une preuve mathématique de l'existence des trous noirs, on ne la trouvera pas. J'en déduis qu'il dit ça parce que le trou noir s'effondre à l'infini des temps pour l'observateur extérieur. On s'entend à lui, c'est très rapide. Ouais, c'est beau, hein, Fred, de l'effondrement gravitationnel continu. Dans son temps à lui, c'est très rapide, mais pour un observateur, il s'effondre à l'infini des temps et toute sa masse rejoint donc ce truc dont je parle en disant qu'il n'existe peut-être pas, on n'en sait rien, rejoint la singularité, c'est-à-dire l'endroit au centre de la masse initiale où toute la matière va s'effondrer. C'est ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, la densité de la matière devient infinie, vu que toute la matière est concentrée dans un point. Un point, ça n'a pas de dimension. C'est juste un point. C'est la, comment dire, l'espace-temps le plus minimal possible dans l'univers. Un point. Alors, en fait, quelle que soit la quantité de... Bah oui. Bah c'est oui, magnifique le titre d'un livre. Alors Fred, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'horizon des événements. J'ai pas encore écrit de l'effondrement gravitationnel continu, mais en même temps le titre voilà est déjà pris. Hein. C'est une thèse ou pas forcément une thèse, mais en tout cas un papier donc de Robert Oppenheimer, pardon. Donc oui, quand toute la matière, et quelle que soit cette matière en fait, hein, là j'ai une magnifique carte Marvel, j'ai eu à Leclerc,
Si toute sa matière est concentrée dans un point d'espace, bah en fait, on a toutes les chances d'obtenir un trou noir. Et à mon avis, c'est même moins qu'un point, quoi, hein. Il y a une dimension, comment dire, une taille d'espace suffisamment petite pour que ça devienne un trou noir. Alors, si on fait le calcul, à mon avis, on est sur un truc vraiment très petit qui est plus petit que la plus petite dimension qui peut exister dans l'univers, à savoir la longueur de Planck. À mon avis, on est un truc plus petit que 10 puissance moins 30, même encore moins qu'un micro-trou noir. La longueur de Planck, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 10 puissance moins 32 mètres ou moins 25 mètres, enfin c'est dans cet ordre-là, c'est vraiment pas grand-chose. Mais voilà. Et alors justement, il y a alors je sais plus quelle page Wikipédia, mais c'est sur Wikipédia. Je connais l'astrophysicien qui a fait ça d'ailleurs. Voilà, il y a ce graphique que je trouve très intéressant qui nous montre qu'en fait, voilà, n'importe quoi peut s'effondrer en trou noir du moment qu'il passe en dessous d'une certaine compacité. Donc on entend souvent qu'un trou noir c'est une densité, quelque chose de très dense. Bah c'est très faux en fait de dire ça parce que le volume augmente beaucoup plus vite que le rayon. Donc en fait quand on a quelque chose de très grand, typiquement le fameux trou noir M87 dont on va voir l'image bientôt, et ben cette densité est très faible en fait, hein. Le trou noir M87, alors je sais plus, mais sa densité elle est inférieure à celle de l'eau. Donc on peut pas dire que l'eau ce soit hyper dense. Donc voilà, on voit que par exemple, une étoile à neutrons, c'est très près de devenir un trou noir. Donc, et devient un trou noir, le truc qui est en dessous de l'oblique rouge là. On voit que la Terre, elle est très loin d'être un trou noir. Il faudrait vraiment la faire descendre sur le graphique là, en direction des abscisses. Une naine blanche, c'est pas très loin. La galaxie, alors la galaxie avec un G majuscule, c'est la nôtre, hein, c'est la Voie lactée. On voit qu'elle est assez loin d'être un trou noir. Et il y a un truc qui est assez troublant en première approche, c'est qu'on voit que notre univers, il est sur la ligne de crête. Il est à 2 doigts de devenir un trou noir. Alors en fait, c'est une mauvaise interprétation de ce que c'est qu'un trou noir, parce qu'il ne faut jamais oublier que... alors déjà, on n'a que l'univers visible, hein, bien sûr, notre univers observable, mais surtout, un trou noir d'après, du moins, la métrique de Schwarzschild, c'est quelque chose qui est dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière autour. Or, on ne peut pas vraiment dire qu'autour de l'univers, ce soit le vide. Il n'y a pas d'autour de l'univers. Donc, voilà, est-ce qu'on peut adapter l'équation à l'univers en lui-même? Ça me paraît très audacieux de penser ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de voir que n'importe quoi, de comprimé, de très comprimé, de très compacté, on va dire, va devenir un trou noir. Parce que c'est la loi de la nature, quoi, tout simplement, de l'effondrement gravitationnel continu. À un moment donné, tous les points de la surface sont tellement attirés vers le centre, l'espace est tellement déformé que toute la matière va tomber en direction du centre. Voilà. Alors, si on parle de l'imagerie des trous noirs, eh ben, on a quand même un monsieur qui est à la pointe en France là-dessus, c'est Jean-Pierre Luminet. Alors je ne sais plus exactement de quand date ce dessin, je crois que c'est 1976 ou 1979, quelque chose comme ça. Il est le premier à vouloir représenter ce que c'est qu'un trou noir avec son horizon des événements, avec son disque d'accrétion, tous ces petits trucs qu'on va décrire et que je vais montrer ensuite avec mon logiciel de planétarium. Mais il va faire ça comme un mathématicien. C'est-à-dire qu'il ne place pas ses points là où il se dit que c'est chouette de les placer. Il va les mettre vraiment là où les mathématiques, je monte encore un peu le son, là où les mathématiques disent que ces points se trouvent. Donc sur ce dessin, on a l'horizon des événements. Alors l'horizon des événements, c'est quoi? C'est la zone, en fait, la zone du trou noir, la surface intangible du trou noir, une surface qui n'existe pas vraiment. Le 2 mai, il y a une conférence de Françoise Combe à propos de la matière noire à 19h30 au Palais des Congrès du Palais des Papes. Ah oui, ok. Merci beaucoup Marion. Très bonne info pour ceux qui sont vers Avignon comme moi. C'est l'occasion
de voir une super conférence. Merci beaucoup. Euh, donc je disais, voilà, sur l'image de Jean-Pierre Luminet qu'on a ici, on aperçoit l'horizon des événements qui est en dessous de la petite courbe intérieure. Alors je crois que vous ne voyez pas mon pointeur, hein, si je le mets là, non, vous ne le voyez pas. Mais on voit l'espèce d'arc de cercle qui est dans la surface noire. En dessous de cet arc de cercle, c'est l'horizon des événements. C'est-à-dire que c'est l'endroit où, si vous vous trouvez, vous tomberez nécessairement en direction du centre du trou noir. Si c'est un trou noir petit de quelques kilomètres, qu'on appelle un trou noir stellaire, vous serez déchiqueté, en réalité même avant. Mais la gravité va tellement déformer votre corps que les parties les plus proches du centre de trou noir seront infiniment plus attirées que les parties plus éloignées. Donc vous allez vous transformer en spaghetti. Ce petit arc de cercle dont on parle est la sphère des photons, enfin l'anneau des photons, la sphère des photons. C'est-à-dire que c'est, en gros, ça correspond pour des photons à la dernière orbite qu'ils peuvent avoir autour de l'horizon des événements avant de tomber dedans. Et tout autour, les petits points gris, plus ou moins espacés, c'est la matière qui va graviter autour de ce trou noir et qui va tomber parfois dedans. Le côté blanc, c'est l'effet Doppler, c'est-à-dire que on a une matière là qui va tourner donc, du côté, on va dire si on a le sud en haut, l'est à droite, l'ouest à gauche, machin, qui va tourner donc d'ouest en est. Et donc la matière, en se rapprochant de vous, va avoir un décalage en fréquence qui va faire qu'elle va briller plus. Et en s'éloignant de vous, elle va avoir un décalage en fréquence qui va faire qu'elle va briller beaucoup moins. Voilà, ça c'est la première illustration un peu scientifique d'un trou noir. Oui, tout à fait, oui, c'est dessiné à la main. Oui, je croyais que je l'avais dit, mais tu as tout à fait raison, Maria. Merci. Et donc, ensuite, on a eu... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je montre déjà l'image ou non? Allez, on va faire un petit peu de... On va faire une petite pause. On va aller voir du côté de mon logiciel. Tac. Mince. Voilà. Donc, je vais le mettre et on va aller voir... Ah, tiens, j'ai été maladroit. Je vais le faire péter mon logiciel. Zut. Alors, attendez 2 secondes. Il va sauter. Il faut que je le relance. Ah non, il saute pas. Ah si, il va sauter, c'est sûr. Il va sauter quand je vais enlever ça, à tous les coups. Non? Ah bon, aujourd'hui, décidément, tout est bizarre. Alors, voyons. Ouais, voilà, ok, il est stable. Ok, très bien. Donc, on est face à la Terre. Il est l'heure qu'il est là en ce moment. Et en fait, je vais vous montrer où se trouve le premier trou noir qu'on a découvert. Alors, le premier trou noir qu'on a découvert, il se trouve dans une constellation qu'on voit presque toute l'année, qu'on voit très bien l'été, qui s'appelle le Cygne. Voilà, qui est une constellation qui est assez célèbre en fait pour les astronomes parce que c'est dans cette constellation qu'on a repéré le plus d'exoplanètes par exemple. Alors, ce trou noir, il n'a pas un très joli nom, hein, il s'appelle Cygnus, comme le signe, X1. Tac. Et il est ici. Voilà. Alors, on va aller le voir. Ce trou noir, il a été repéré, comme souvent, en fait, on repère les trous noirs, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas lui. Parce qu'évidemment, par définition, un trou noir, on ne peut pas le voir. Alors, tiens, on va quand même poser les bases. Maintenant qu'on arrive face à notre trou noir, donc je laisse le voyage se faire. Il est à quelques milliers d'années-lumière, c'est pas le trou noir le plus proche de nous. On ira voir ensuite le plus proche. Donc, ce trou noir, il est là. Et vous allez me dire, mais il n'est pas noir, il est bleu. Et là, on a une supergéante bleue qui fait 30 masses solaires. Donc, c'est un très gros bébé. Et ici, on a un trou noir dont on va se rapprocher. Et on a une belle déformation
dû à la lentille gravitationnelle. On a un disque d'accrétion et on a un jet qu'on voit bipolaire qui en fait part dans la direction des pôles et se forme plutôt sur le disque d'accrétion. C'est-à-dire qu'il ne se forme pas au niveau des pôles, mais il part en direction des pôles, ce jet. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir en fait ? C'est une zone dans l'espace-temps où la vitesse de libération est égale et supérieure à la vitesse de la lumière. Égale ou supérieure, on va dire, pour faire simple, à la vitesse de la lumière. Donc, il y a une zone dans laquelle la lumière elle-même ne s'échappera pas. Du coup, se forme autour d'un trou noir une zone qu'on appelle l'horizon des événements. Event Horizon, d'où le nom du consortium de télescopes EHT, Event Horizon Telescope. Donc là, on a, alors je vais enlever peut-être le pointeur, c'est plus sympa, voilà. Là, on a l'horizon des événements face à nous. C'est donc un très beau cercle. Donc là, si on s'enfonce trop, en vrai, on ne peut plus jamais revenir. On ne peut plus jamais revenir parce que on n'aura jamais la vitesse suffisante pour s'échapper de là, parce qu'il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière, du moins plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire plus vite que ce que les physiciens appellent C, c'est-à-dire la vitesse de la causalité, en fait, le fait que une cause produit une conséquence et non l'inverse. L'information ne peut pas voyager plus vite que C, plus vite que 300 000 km par seconde. Pour s'échapper de ça, il faudrait aller plus vite que 300 000 km par seconde, et c'est donc impossible. Donc c'est ce qu'on appelle un horizon des événements. C'est un peu la forêt des contes, quoi, la forêt maudite. Vous pouvez y rentrer, mais vous ne trouvez jamais le chemin de la sortie. Il n'est plus possible d'en sortir. Donc pourquoi est-ce que là ça devient un peu différent avec Einstein par rapport à Newton ? C'est que, je peux mettre le temps en route, c'est que en fait c'est pas une force qui vous attire, c'est l'espace-temps qui est complètement déformé et vous fait glisser vers le centre. C'est l'espace-temps, c'est un toboggan sur lequel vous glissez, et quand vous entrez dans un trou noir, du moins quand vous vous approchez de l'horizon des événements d'un trou noir, l'espace-temps vous fait glisser, quelle que soit la force que vous déployez, et même on a montré mathématiquement que si vous cherchez à vous débattre, c'est-à-dire si vous utilisez votre moteur de vaisseau spatial pour essayer d'aller à l'opposé de l'horizon des événements, en fait vous allez tomber encore plus vite en direction du centre, comme des sables mouvants, c'est la même chose. Donc se forme cet horizon des événements, et il suffit qu'il y ait un petit peu de matière dans l'espace autour de vous pour qu'un disque d'accrétion se forme, et parfois, donc un disque d'accrétion c'est quoi ? C'est l'espèce de crêpe bleue tournoyante très très rapide qu'on voit là, parfois il va aussi y avoir un jet. Alors ce jet il est un peu complexe, je vais peut-être pas le décrire aujourd'hui, peut-être que je le ferai une autre fois quand on fera les trous noirs supermassifs. Voilà, il y a une partie de quelques particules de matière qui, au lieu de tomber dans le trou noir, vont être éjectées en fait très très vite, vont remonter le long de lignes magnétiques et vont être éjectées. Donc c'est pas qu'elles sont rentrées et ressorties du trou noir, elles sont absolument pas rentrées, elles n'ont pas eu l'occasion de rentrer, elles ont pris un tel moment cinétique, une telle vitesse qu'elles ont été accélérées en fait. Quelque part, c'est un peu comme dans le CERN, si on veut, quand on accélère des particules comme ça avec un champ magnétique, c'est un peu la même chose. Elles sont accélérées par un champ magnétique qui est complètement éjecté. Bon, donc ça, on verra une autre fois. Et voilà, donc là, on a la définition d'un trou noir. C'est une vitesse de libération égale ou supérieure à la vitesse de la lumière, et c'est un horizon des événements. Mathématiquement, il y a apparemment une singularité au centre, c'est-à-dire que toute la matière se retrouve au centre. Bon, le truc, c'est comme on ne peut pas aller voir dedans, on ne sait pas si vraiment cette singularité existe ou pas. Ce trou noir-là, il a été repéré, et c'est comme ça qu'on repère les trous noirs, en fait, non pas en lui-même, vu qu'il est noir, mais par ce qu'il cause autour de lui. Alors, par exemple, le trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, on va dire qu'on peut le caractériser grâce aux étoiles qui tournent autour. Un
peu comme on peut peser le Soleil, en fait, grâce aux planètes du système solaire, on va pouvoir peser le trou noir massif, supermassif de la Voie lactée, par le mouvement des étoiles autour. Ben là, c'est un peu de la même manière, ce trou noir, Cygnus X1, on l'a repéré dans les années 70, grâce aux émissions de rayons X qu'il produit. Donc, pourquoi il y a des rayons X? Alors peut-être je rappelle rapidement, dont je montrerai tout à l'heure ce que c'est que le spectre électromagnétique, très vite pour les infrarouges. Mais voilà, disons que quand il y a de la matière qui tombe dans ce disque, cette matière elle est tellement chauffée qu'elle va émettre des très hauts rayons d'énergie qui sont des rayons X. Et en fait, on avait donc au télescope, en gros, on avait cette étoile, là qu'on voit bien, et on avait des bouffées de rayons X qui venaient pas exactement de cette étoile, et qui venaient de rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à l'endroit où il y avait ces bouffées de rayons X qui partaient. Donc, au bout d'un moment, les astronomes ont été obligés de reconnaître qu'il y avait là la signature d'un trou noir. Et on a fini par se rendre compte que c'était effectivement bien un trou noir. On connaît sa masse. Hein. Il fait, je sais plus, une dizaine de masses solaires. On a dû le voir tout à l'heure. Tac. Il fait même plus. Il fait 20 masses solaires. Voilà. Donc c'est un joli trou noir. Et l'étoile, elle fait 31 masses solaires. On l'a dit tout à l'heure. Donc quand les deux vont rentrer, vont fusionner, ça va faire un très joli truc qui va dégager des ondes gravitationnelles, etc. Voilà, ça c'est le premier trou noir qu'on a découvert. Mais on peut s'intéresser par exemple au trou noir le plus proche de nous. Alors on va aller de nouveau vers la Terre, vu qu'on veut s'intéresser au trou noir qui est le plus proche de nous. Alors récemment, il est en rotation. Oui, tout à fait, Blandine. Est-ce qu'il est en rotation avec son étoile? Oui, deux masses comme ça, elles vont forcément être en rotation l'une avec l'autre et même en rotation synchrone. Alors, il n'y a pas longtemps, on a annoncé la découverte d'un trou noir à 1000 années-lumière de la Terre. Alors, on va aller le voir, tiens, après, parce qu'en fait, on n'est pas sûr vraiment qu'il existe. J'ai lu pas mal d'articles complètement contradictoires. Certains pensent que non, c'est un artefact, un mauvais calcul, qu'en fait, il y a plusieurs étoiles. Donc, on ne sait pas trop. Celui qui est vraiment avéré, dont on est sûr que c'est le plus proche de nous, c'est V616, il me semble. Ah non, c'est pas ça que je dois faire. C'est ça. Tac. Hop. Et il est, voilà, à... Alors là, on dit 2700, mais on dit plutôt en général 3000 années-lumière. Donc c'est dans la licorne. Hop, voilà, c'est là. Et lui, voilà, on est quasiment certain qu'il existe. Même si c'est pas ce genre de trou noir qu'on image. Dont on arrive à faire des... Alors, pas du tout des photos, et même pas des images. On expliquera pourquoi il y a une différence entre photo et image pour les trous noirs. Ces trous noirs sont trop petits. Hein. Le Soleil, par exemple, s'il devenait un trou noir, il ferait 3 km. Donc c'est vraiment ridiculement petit. Hein. Même à la distance à laquelle se trouve le Soleil, qui par rapport à toutes les autres étoiles et tout, est vraiment super près de nous. À 150 millions de kilomètres, aller repérer un truc qui fait 3 km et qui dégage aucune lumière. Je veux dire, c'est inimaginable. Donc ces trous noirs qui sont imagés, ce sont des trous noirs supermassifs. Donc c'est des trous noirs qui font plusieurs millions, voire milliards de kilomètres. Ça n'a vraiment rien à voir avec des petits trous noirs stellaires. On ne sait même pas comment ils se forment d'ailleurs, les trous noirs supermassifs. Donc là, celui-ci de trou noir, il fait 10 masses solaires, un peu comme l'autre. Il tourne aussi très vite. Et on voit, voilà, l'une des caractéristiques, enfin j'allais dire une caractéristique des trous noirs, mais même pas en fait, une caractéristique de toutes les masses, c'est que un trou noir va dévier les rayons lumineux. Donc c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Alors ça peut être vachement bien parce que comme on le voit là, on a une étoile à gauche, d'ailleurs dont les rayons sont déformés, même là si le trou noir n'est pas tout à fait en face, on voit que mon étoile elle est complètement écrasée, là, elle est plus ronde du tout. Mais surtout on voit qu'à droite du trou noir, on a encore une image de l'étoile. Certes déformée, mais on a quand même une image de l'étoile.
Et donc ça c'est génial, c'est une lentille gravitationnelle, ça permet de pouvoir observer le même objet à des espaces-temps différents, ce qui peut être très très utile. Donc ce trou noir c'est le plus proche de nous qui est avéré. Alors on peut faire un truc sympa quand même, c'est qu'on peut faire comme si on rentrait dedans. Alors là, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrophysique, je lisais des bouquins que je ne recommanderais pas forcément d'ailleurs aujourd'hui, d'un certain par exemple Trinh Xuan Tuan, qui est un très bon astrophysicien bien sûr, très bon cosmologiste aussi il me semble, mais voilà, qui a, on va dire, un peu tendance à mélanger croyances religieuses et astrophysique, et du coup il a certains présupposés qui sont quand même ascientifiques pour moi, comme par exemple le principe anthropique fort. Il pense que en gros l'univers est là pour nous, c'est quand même un peu gênant je trouve. Mais en tout cas à l'époque où il a écrit ces bouquins comme La mélodie secrète de l'univers ou autre, on disait ceci, on disait que quand on pénètre l'horizon des événements d'un trou noir, donc là c'est ce qu'on a fait, on voit l'univers s'effondrer en une fraction de seconde. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais bon, ce qui est sûr, c'est que effectivement, quand on est dans le trou noir ou sur la surface de l'horizon du trou noir, comme on fait là, on remarque que tout devient bleu. Et c'est vrai, tout devient bleu parce que la gravité va, l'espace étant tellement déformé, tous les rayons lumineux qui vous arrivent vont accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière, hein, et ils vont donc se décaler, il va y avoir un effet Doppler, ils vont tous se décaler dans le bleu, et on va tout voir bleu. Alors, est-ce qu'on voit vraiment le temps accélérer et l'univers s'effondrer dans notre temps à nous, d'observateurs collés au trou noir et regardant l'extérieur? Il y a une certaine logique à le penser. Après, je sais qu'on le dit plus du tout depuis pas mal d'années, donc voilà, une caution là-dessus quand même. Mais en tout cas, voilà, il y a un effet Doppler bleu qui est très sympa. On voit tout devenir complètement bleu. Alors, on peut s'échapper de ce trou noir. C'est l'intérêt d'un planétarium. Hop là, on le quitte. Et donc ça, c'était le trou noir avéré le plus proche de nous. Alors peut-être qu'il y en a un qui est plus proche. Je vais quand même vous le montrer. HR 6819. Tac. Dans le télescope, ça s'invente pas. Ouais, c'est sympa, hein, comme simulation, Jean-Baptiste, de pouvoir rentrer dans un trou noir ou autre. Donc on a là... Ah bah tiens, où est-ce qu'il est ce trou noir? Hop, il est... Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, il y a un bug dans les orbites. On voit qu'il y a deux orbites l'une dans l'autre concentriques. J'ai cherché pendant un moment celle qui croise les deux orbites concentriques là. Et en fait, il n'y a aucun objet. Ah, alors, j'ai une remarque de... Alors, j'ai deux questions. Je vais m'intéresser aux deux questions. Alors, Sirius Marion nous dit, Marion, Alain Riazuelo a sorti de nous un article à propos de la visualisation du trou noir. Il s'est pas arrêté au trou noir Schwarzschild, mais au trou noir de Kerr. Alors oui, c'est vrai. Merci de le préciser. Effectivement, j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était qu'un trou noir de Schwarzschild, c'est-à-dire la base mathématique d'un trou noir, donc un objet sans rotation. Dans la réalité, je disais qu'ils n'existaient pas. Dans la réalité, on ne connaît que des trous noirs en rotation. Et ça, c'est un autre physicien un peu plus proche de nous qui a modélisé ça. Il s'appelle Roy Kerr. Et d'ailleurs, je crois qu'il a eu le prix Nobel, hein, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, il a été associé à un Nobel, il me semble. Bon, en tout cas, il a décrit mathématiquement comment ça fonctionne pour les vrais trous noirs qui sont en rotation, ce qui paraît logique parce que dans le cas des trous noirs qui se sont formés à partir d'une étoile, l'étoile était en rotation. Donc quand elle s'est effondrée, sa rotation a augmenté parce qu'elle est devenue de plus en plus petite, hein, donc son moment étant conservé,
sa vitesse augmente. Et donc les trous noirs sont en rotation. Et donc tu me dis, c'est pas arrêté au trou noir de Schwarzschild, mais Kerr Newman et Rainer Nordstrom. Bon, ça on va pas expliquer ce que c'est. Il va même jusqu'à tenter des visualisations de la traverse des trous de verre. Ok. Ça on verra plutôt pour la fin. Ces articles datent de 2018, 2019 et 2020, il me semble très intéressant, ça peut t'intéresser. Ouais, effectivement, je jetterai un œil sur ces articles, surtout pour les trous de verre, parce que c'est pas ce que je connais le mieux, comme on sait que voilà, c'est très, 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 très hypothétique. Autre question de Jérém, est-ce que techniquement c'est possible d'envoyer une sonde dans un trou noir? Alors oui et non. Enfin oui, techniquement, il n'y a rien qui l'interdit. Politiquement, ça va être compliqué parce que le trou noir le plus proche, voilà, il est à 3000 années-lumière. Donc même en envoyant une sonde allez, même si elle atteint des vitesses complètement folles de, je sais pas moi, 60 km/s, bah, ça va mettre des dizaines de milliers, 3000 années-lumière, non, ça va même pas mettre des dizaines de milliers d'années, ça va mettre des millions d'années, voire des milliards d'années. Voilà. Et de toute manière, en fait, ça ne présente pas vraiment d'intérêt, parce que les images qu'enverrait cette sonde vont complètement se décaler, subir l'attraction gravitationnelle, du moins la déformation de l'espace, et nous parviendrons que des milliards et des milliards et des milliards d'années après qu'elles sont parties. Donc on aurait une image, on va dire, tant qu'on est loin du trou noir, ça va, mais dès qu'elle commence à s'approcher du trou noir, on ne verra plus rien. Donc, alors, si tu veux, je te fais un petit peu la démonstration rapidement, comme ça, pour les gens qui écoutent aussi. Ça, si un jour je le mets en ligne, ce live, parce que si le son est vraiment si mauvais, je ne vais pas le mettre en ligne. Donc, on va se rapprocher de ce trou noir. Tac. Voilà. Alors, celui-là, bah, vous remarquerez qu'il n'a pas de disque d'accrétion. Il n'a pas de poussière autour de lui. Mais on remarque quand même qu'il y a un trou noir parce qu'il y a une belle déformation de l'espace. Là, on a une très très belle lentille gravitationnelle. Bon. Alors, imaginons que vous regardez, on est dans un vaisseau, on s'approche de ce trou noir, on reste loin, on reste au-delà de ISCO, la dernière orbite stable, au-delà de laquelle on ne pourra pas revenir, qui est au-delà de l'horizon des événements, hein, qui est en deçà pardon, de l'horizon des événements, mais qui est une zone pareille critique, on va dire. En fait, plus je m'approche du trou noir et plus vous allez me voir donc pardon, excusez-moi, on est dans le même vaisseau, moi je décide de me sacrifier parce que je sers la science et c'est ma joie. Donc je monte dans mon vaisseau et je fonce en direction du trou noir. Tant que je suis à une distance relativement lointaine du trou noir, vous allez me voir accélérer de plus en plus et arriver. Alors ça va dépendre de la masse du trou noir, de sa vitesse de rotation, etc. Mais on va dire vraiment très grossièrement à la louche, arriver à un tiers de la distance, vous allez me voir commencer à ralentir. Et ralentir énormément. Et oui, tout à fait Fred. Je spoile pas hein, l'explication. Et en fait, arriver au moment... Alors, si je fais coucou par exemple, donc quand je pars, mes coucous ils deviennent de plus en plus rapides en fait parce que voilà la lumière qui vient de moi parce que pardon je suis accéléré, excusez-moi, je suis très accéléré, mais quand je me rapproche de ce trou noir je commence à ralentir mes coucous et puis finalement ma main c'est que toutes les 1 seconde qu'on la voit passer d'un côté de l'autre et puis toutes les 3 secondes et en fait arrivé au moment où je m'approche vraiment de l'horizon et ben je vais rester figé comme ça. Pour un observateur extérieur, donc vous ne me verrez jamais rentrer dans l'horizon des événements. Dans le trou noir, pardon. Je serai figé sur l'horizon des événements. Pareil, si on jette une vache, hein, on la verra figée sur l'horizon. Pareil, si on jette tout ce qu'on n'aime pas, on la verra figée sur l'horizon, etc. Jusqu'à la nuit des temps. Jusqu'à la nuit des temps, il y aura des trucs figés sur l'horizon des événements. Pour vous, en tant qu'observateur. Alors bon, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que l'horizon du trou noir il peut grossir, mais on va dire que sur le principe c'est important de comprendre ça, on va dire ça comme ça. Moi par contre je l'aurais franchi hein, et surtout j'aurais jamais cessé d'accélérer. En réalité j'ai jamais cessé d'accélérer. C'est l'information qui vous vient de mon corps qui met de plus en plus de temps à arriver.
Voilà, donc, je finis de répondre à ta question, hein, Jérém. Euh, Techniquement, il n'y a aucun intérêt en fait à le faire parce que nous ne recevrions jamais l'information de ces sondes. Voilà. On pourrait éventuellement envoyer des trains de sondes un peu comme les Starlink là, et juste on remarquerait que les images s'espacent de plus en plus. Donc voilà, Fred disait les signaux en provenance de la sonde ne pourraient pas s'échapper. Pourquoi ne voit-on pas d'étoiles figées sur l'horizon des événements? Alors, en fait, dans mon logiciel, dans quoi? Parce qu'en fait, il faut pouvoir observer l'horizon. Il faut qu'il y ait des étoiles qui soient tombées dedans. Parce que là, ce qu'on voit, je rappelle, hein, c'est qu'une lentille gravitationnelle. C'est que la lumière de ces étoiles hein, qui est défléchie par l'espace déformé. Il n'y a pas vraiment d'étoiles qui tombent dans ce petit trou noir là. Donc il n'y a pas de raison qu'on en voit figé sur l'horizon. Si c'est ça ta question, Blandine. D'accord. Alors, ok, parfait. Tu m'offres ma transition. La question de Blandine, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'étoiles figées sur l'horizon des événements, des trous noirs qui ont été imagés. Donc, ok, donc on arrive de nos jours. Alors non, pardon, juste avant quand même, j'ai envie de montrer un truc. Parce que je me suis demandé aussi quelles seraient les prochaines étoiles candidates pour devenir des trous noirs. Et alors j'en sais rien du tout, hein, là, vraiment je me suis amusé parce que faire de la prédiction comme ça en astronomie, astrophysique, c'est super casse-gueule. C'est un peu comme la météo au-delà de 14 jours, quoi. C'est complètement chaotique, on n'en sait rien du tout. Il y a tellement de paramètres qui jouent. Mais j'ai trouvé un couple. Alors, parmi des étoiles proches, hein, je parle. Voilà, quelles seraient les étoiles proches de nous susceptibles, donc c'est-à-dire qu'on peut voir à l'œil nu en fait, susceptibles de s'effondrer en trou noir. Et ben j'en ai trouvé. Alors évidemment il y a des noms un peu évidentes qui nous viennent comme ah pas sympa ça. Ok. Ok, donc c'est revenu. Bon, désolé. Bah, décidément, ce soir, c'est plein de problèmes, hein. Je crois qu'il faudra que je l'enregistre tout seul, ce live. Est-ce que vous êtes toujours là? Coucou. Ok. Oh, bah, on n'a jamais eu autant de monde. On a 19 personnes. Il manquerait plus que le son se remette à devenir normal. Donc désolé voilà, pour ce bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je disais, euh, voilà, je ne fais pas de la prédiction, parce que c'est quasiment impossible à prédire ce genre de choses, hein. On sait que Betelgeuse, par exemple, est une étoile qui peut s'effondrer dans peut-être les 100 000 ou le million d'années qui arrivent, on ne sait pas trop. Est-ce que ça sera un trou noir ou une étoile à neutrons? Parce que je rappelle que ce qui va déterminer qu'une étoile devient un trou noir ou juste... Ouais, j'avais atteint l'horizon des événements, c'est ça. C'est pour ça que j'étais figé, absolument. Ce qui va déterminer qu'une étoile va s'effondrer en trou noir, en naine blanche ou autre, c'est sa masse initiale. En dessous de 8 masses solaires à la naissance, une étoile finira en naine blanche et en nébuleuse planétaire. Et au-delà de 8 masses solaires, ça va être une étoile à neutrons. Et au-delà à la naissance, hein, je parle, le nombre de masses que je donne. Pas à la fin quand elle s'effondre. Si une étoile de naissance a 40 ou 50 masses solaires, même moins, hein, à je sais pas, une quinzaine de masses solaires, on peut avoir un trou noir. Voilà. Mais ça va dépendre de plein d'éléments différents, en fait. C'est assez complexe. Donc j'en ai trouvé plusieurs d'intéressantes. Euh, alors, puisqu'on parlait d'Orion, alors juste avant de montrer celles que j'ai trouvées qui sont sympas, effectivement, il y a Orion. Donc, Orion, voilà. C'est pas Bételgeuse en fait, l'étoile la plus intéressante en termes de trou noir, ça serait plutôt Alnilam. Parce que Bételgeuse, elle fait moins de 10 masses solaires, donc on aurait probablement une étoile à neutrons. Par contre, dans euh, Orion, on a une étoile beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse en fait, enfin massive que Bételgeuse.
c'est Alnilam. Alnilam, elle fait, alors mon logiciel dit 135 masses solaires sur sa page wiki, on trouve je crois 80 ou 90. Dans tous les cas, c'est gigantesque. Voilà. Alnilam, c'est voilà, l'une des étoiles qui va vivre le moins de temps parmi celles qu'on voit à l'œil nu. Avec une telle masse, elle va vivre moins d'1 million d'années. Elle explosera peut-être avant Bételgeuse, tellement elle est gigantesque. Et elle a tout ce qu'il faut pour faire un trou noir. Mais voilà, j'en ai trouvé une autre dans une constellation d'été. D'ailleurs, tiens, on va directement aller la chercher à la main, c'est plus sympa. Dans la Vierge. Voilà, donc c'est ici. Donc la Vierge, elle va beaucoup nous intéresser parce que c'est là-dedans qu'on a M87, ce fameux trou noir supermassif. Et on a une étoile dans la Vierge qui s'appelle Spica, qui est d'ailleurs une étoile très importante dans l'histoire de l'astronomie, dans l'histoire de la civilisation. Les Akkadiens, les Babyloniens, tout ce peuple de la Mésopotamie, c'était une des étoiles une des constellations, la Vierge, qu'ils appelaient l'Épi. Et Spica, ça veut dire l'épi, donc c'est une étoile qu'on a remarquée très tôt en fait. Cette étoile, en fait, elle est double et elle est sacrément étonnante pour une étoile double. Alors on va y aller. Voilà, on voit la déformation des constellations parce qu'on se déplace dans l'espace et que les constellations n'existent pas vraiment. Et voilà, regardez-moi ça. Un couple d'étoiles hyper rapprochés. Alors pour ceux qui connaissent, c'est pas encore ce qu'on appelle des binaires en contact. Parce qu'elles ne se touchent pas, leur atmosphère ne se mélange pas. Mais enfin, elles sont hyper proches l'une de l'autre. Regardez ça. Elles sont, donc là je suis à quelques centaines de milliers de kilomètres de la grosse. Et je suis à 0,14 UA de la plus petite. C'est-à-dire qu'on est à moins de, on va dire à 20 millions de kilomètres. Ces étoiles sont à 20 millions de kilomètres l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont 3 fois plus près l'une de l'autre que Mercure du Soleil. Je laisse un petit instant pour percuter ce que je viens de dire. Elles sont 3 fois plus près l'une de l'autre que Mercure du Soleil. Et elles ne sont pas procédurales, pour ceux qui connaissent le terme. Tiens, je me suis tellement rapproché, on est collé aux cellules convectives là, de la grosse. Et donc ces étoiles, elles ont quand même une belle masse. Celle-ci fait 7 masses solaires. Je suis allé vérifier sur Wikipédia, tout le monde est à peu près d'accord sur la masse de ces étoiles. Ouais, c'est énorme, Jean-Baptiste. Et l'autre... non, pardon, alors cette masse solaire, c'est la petite, excusez-moi. La grosse, elle fait 10 masses solaires. Voilà. Donc on a 18 masses solaires au total, là, à 20 millions de kilomètres l'une de l'autre. Celle qui fait 10 masses solaires, elle va pas vivre très longtemps. On est bien d'accord. Elle va vivre, peut-être 2 millions d'années. Non, même pas. C'est ça qui a vraiment fait que je les ai choisis pour vous en parler. C'est que, d'ailleurs, tiens, on peut faire un truc sympa aussi pendant que je parle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de la première. Voilà. On met le temps. J'accélère un tout petit peu. Et regardez, elles sont tellement proches qu'en fait, on les voit. On va voir la petite passer derrière la seconde. Tac. Voilà, j'ai accéléré 30 fois le temps, c'est pas énorme. Donc en fait, Spica A, la plus brillante, en fait celle qu'on voit, du moins qu'on voit, en fait on voit la luminosité des deux, mais bon, disons celle qu'on voit le plus depuis la Terre, est déjà sortie de la séquence principale. Donc la séquence principale, pour ceux qui ne suivent pas tous mes lives, ou ceux qui ne connaissent pas, c'est la vie d'adulte d'une étoile, quoi. C'est là où elle passe le plus de temps. Elle a déjà vécu, elle a déjà mangé son pain blanc ou son pain noir, suivant comment on prend l'expression. Enfin, elle a vécu le plus beau de sa vie, et il lui reste plus grand chose, quoi. Elle est sortie de la séquence principale, donc elle va bientôt devenir une géante rouge. D'ailleurs, c'est une sous-géante, donc ça montre bien qu'elle est, elle est en phase de début d'instabilité. Et c'est une dame d'un certain âge, on va dire, presque une mamie.
Et donc, comme elle arrive au bout de sa vie, d'ailleurs, voilà, ça y est, on voit, elles sont tellement proches qu'il y en a une qui est en train de passer derrière l'autre, là, l'éclipse est en train de se produire. Et ben, probablement se passer des petits trucs entre les deux, quoi. Donc voilà, d'ici à ce que il y a un trou noir qui se forme là-bas et qu'on se retrouve avec une étoile bleue en orbite autour d'un trou noir, je trouve qu'il n'y a qu'un pas. Donc voilà, un jour, on aura peut-être un trou noir là-dedans ou deux étoiles à neutrons qui orbiteront l'une autour de l'autre et qui finiront en kilonova. Dans tous les cas, il se passerait un truc sympa par là-bas. Voilà, c'est quasiment sûr, hein. Il y aura peut-être 100 fois la masse de la Terre en or qui sera éjectée dans l'environnement interstellaire. Voilà, il y aura des jolis trucs, quoi. Voilà, je voulais vous montrer Spica, donc dans la Vierge. Voilà, ces belles étoiles. Donc, pour en revenir à nos trous noirs, est-ce que je montrais ce que je voulais? Ouais, à peu près. Ouais. Donc, le 9, je crois, avril 2019, ou 10 avril 2019, dans ces eaux-là, on a eu une belle image. Voilà. Et alors j'attends qu'elle soit affichée. Voilà. Cette belle image, bah, on a tous dit beaucoup de trucs dessus, y compris toi et moi, Marion, hein, quand on a fait notre conférence aux Angles. Et alors après, il y a eu... je fais exprès de pas trop le détailler, hein, pour l'instant vous comprendrez après. Après, on a eu, il y a un an maintenant, un autre trou noir qui a été imagé. Donc celui de gauche, c'est le premier que je vous ai montré, hein, celui-là. Il vient d'une galaxie géante elliptique, donc qui est différente de notre galaxie spirale aplatie comme un disque. C'est une galaxie à symétrie sphérique, c'est-à-dire où les étoiles se baladent un petit peu partout. Et au centre, on a ce trou noir qui est absolument gigantesque, qui fait 6 milliards de masses solaires, 6 milliards, et qui est plus grand que le système solaire. Du moins plus grand que l'orbite des planètes. Je ne sais plus quelle est la taille de son horizon des événements. Je crois que c'est 20 et quelques millions de kilomètres, un truc comme ça. Et donc, ensuite, on a eu l'image de notre trou noir supermassif, Sagittarius A étoile, beaucoup plus petit, qui ne fait que 4 millions de masses solaires. Hop. Et donc, on peut faire des comparaisons comme ça. Alors, pour faire très rapide, nous, dans le ciel, vu depuis la Terre, ils ont la même taille. Parce que s'il y en a un qui est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus loin. Je crois qu'il est 100 fois plus gros et 100 fois plus loin, un truc comme ça. Donc c'est... Non, attendez. Il fait... ouais, je sais plus exactement, mais c'est de cet ordre-là. En tout cas, il est à la même distance que son facteur de taille par rapport au nôtre. Donc voilà, c'est un peu comme le principe de la Lune et de la Terre, hein. La Lune, elle est 400 fois... la Lune et du Soleil, pardon. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus près. Du coup, dans le ciel, elle a à peu près la même taille apparente. Bon, voilà, c'est pareil pour ces trous noirs. Le plus proche est beaucoup plus petit, d'un facteur équivalent de son rapprochement, donc ils ont à peu près la même taille. Bon, on voit qu'à droite, donc, on a notre trou noir supermassif, et l'image qu'on a correspond à gauche dans l'autre trou noir, le premier qu'on a imagé, au petit cercle interne qui correspond à l'orbite de Pluton. Donc il est beaucoup plus petit. Qui est au centre de l'orbite de Pluton. Il est beaucoup plus petit. Ensuite, il y a une nouvelle image qui est sortie. Donc je vous la montre. Voilà. Donc à gauche, c'est toujours l'image que je vous ai montrée, hein, la première image de l'EHT en 2019. Et là, il y a 3 jours, un nouvel algorithme a recodé les informations qui avaient permis de faire l'image de gauche, et il a produit l'image de droite. Donc c'est pas l'image de gauche qui est retraitée, qui est affinée, c'est un retraitement total du signal pour reproduire une image. Alors c'est là que je suis obligé de vous expliquer rapidement comment c'est fait. Au départ, on a
Alors peut-être je vais enlever ma tronche. Tac. Voilà, au départ, on a 7 télescopes qui vont travailler ensemble. Bah si, c'est une nouvelle image justement. C'est une nouvelle image. C'est pas l'ancienne image retravaillée, c'est une toute nouvelle image. Donc au départ, on a 7 télescopes qui vont agir en interférométrie, c'est-à-dire qui vont se caler ensemble pour obtenir le plus d'informations possible de ce trou noir qui se trouve très loin. Alors on peut aller le voir rapidement. On peut aller voir rapidement cette galaxie. Cette galaxie, donc elle est dans la Vierge. Elle est à environ 50 millions d'années-lumière, donc c'est quand même très loin. Tac. Voilà. Voilà. Donc cette galaxie, elle est là. Et en fait, elle est tellement loin que il faut hyper grossir au télescope pour la voir. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une galaxie elliptique géante. Donc rien à voir avec ces galaxies spirales qu'on connaît. On peut y aller, parce que là j'ai fait que zoomer, on peut vraiment y aller. Voilà, ça fait un truc énorme comme ça. Et donc là-dedans, on a des milliards et des milliards d'étoiles. C'est une galaxie beaucoup plus grosse que la nôtre, hein, en masse absolue. C'est-à-dire avec la matière noire, tout ça, elle est deux fois et demi plus massive que notre galaxie. Elle fait que 120 000, 140 000 années-lumière de diamètre, mais c'est une boule. Donc il y a beaucoup plus de matière que dans un disque. Voilà. Donc si on revient sur notre image de l'EHT, voilà, le trou noir, en fait, il va émettre de plein de longueurs d'onde. Un disque d'accrétion, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va émettre en rayon X. Hein, pour un petit trou noir stellaire proche de nous, on peut capter des bouffées de rayons X. Là, ce trou noir, qui est très très loin, on n'a pas essayé de capter des rayons X. On a essayé de capter là où il émettrait le plus. Enfin, du moins là où notre résolution permettait de capter le plus d'images. Et c'était en infrarouge très lointain, à la frontière avec les micro-ondes, 1,3 mm. Donc, hop, si je vous montre rapidement, voilà, c'est tout petit, hein, ça fait une pointe d'aiguille. Donc les ondes les plus grandes, c'est les ondes radio. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on a fait les nébuleuses, je vous montrais la même photo de Paris en différentes longueurs d'onde. On voyait que même les bâtiments, ils dégagent des ondes radio. Voilà. Les infrarouges vraiment lointains, ils sont voilà, vous voyez, à la frontière entre l'infrarouge à 10-5 et le micro-ondes à 10-2. Donc on ne capte pas en fait des images, on capte des ondes qui vont nous permettre de reconstruire une image. Donc c'est vraiment de la construction d'images par rapport à des ondes qu'on capte. Et ces ondes, on n'en capte pas tant que ça. Donc on va devoir un petit peu, vous savez, c'est un peu comme le MP3. Le MP3, il compresse le son. Le MP4, c'est pareil. C'est-à-dire que, en gros, il enlève certains intervalles qu'il va reconstruire. Comme ça, c'est plus léger. Il sait, par exemple, que pour aller, vraiment, je dis une bêtise, hein, je caricature au maximum, mais il sait que pour aller de 2 à 4, il faut passer par 3. Donc il n'enregistre pas le 3, il enregistre que le 2 et le 4, et il va recréer ensuite le 3. Oui, bonjour Walter. Bienvenue. Donc on peut acheter de trucs pour upgrader le stream, je te remercie. Et donc voilà, c'est de l'imagerie d'après les infrarouges. Ok, j'enlève ça. Donc on n'a pas beaucoup d'images, on n'a pas eu vraiment suffisamment de données
pour produire une image aussi précise que ça? On n'en a que quelques-unes. Il va donc falloir créer un algorithme qui va être capable de reconstruire cette image. Enfin, de reconstruire une image. Comme on ne voulait pas qu'on soit tenté de créer l'image telle qu'on avait envie de la voir, c'est-à-dire telle qu'on imagine un trou noir avec un disque d'accrétion, etc., etc., plusieurs équipes ont travaillé séparément. Tu m'arrêtes, Marion, si je dis une bêtise, parce que toi, tu avais beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Tu connaissais ça sur le bout des doigts. Moi, je fais surtout que répéter ce que j'ai entendu. Et donc, ces équipes travaillaient sans se voir dans des bureaux vraiment séparés. Et elles ont confronté leur production, qui était relativement semblable, mais quand même avec des différences. Et ensuite, on a sélectionné celle qui allait le mieux. Entre-temps, on a affiné les techniques d'algorithmie, et donc on a créé un nouvel algorithme, enfin quand je dis on, une équipe a créé un nouvel algorithme qui s'appelle Primo, et qui a donc produit cette nouvelle image que je vous remets, et qui est très 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 différente. Mince. Tac. Pardon, je me perds dans mes images, j'en ai tellement. Voilà. Alors si on veut l'avoir en gros plan, voilà, pardon, ça donne ça. Et si on veut comparer les deux, ça donne ça. Bon, pour faire très rapide, parce que là je vois qu'il est déjà 10h16, pour faire très rapide, quand cette image est sortie, on s'est tous dit génial, on voit le disque d'accrétion d'un trou noir, on voit l'horizon des événements, du moins on le devine, il est au centre de l'image, au centre du noir. Et d'ailleurs, il y a eu des tas de calculs de Jean-Pierre Luminet et autres, hein, des spécialistes qui ont calculé à quelle distance se trouvaient les poussières dans le disque d'accrétion, à quelle distance de l'horizon des événements, etc. On a même dit, génial, on voit l'effet Doppler, parce qu'on voit très nettement qu'il y a une partie plus claire, une partie plus sombre. Donc la partie plus claire, c'est la partie qui s'avance vers nous. Mais je sais bien, Marion, je sais bien, on s'est tous fait enfumer par le HT, en fait, c'est assez génial. Et même Jean-Pierre Luminet. C'est fou, hein, ouais. Ils ont un peu abusé, là, quand même, je trouve. Enfin, ils ont un peu abusé. C'est là qu'on voit, voilà, comme le disent tous les chercheurs, ils sont des chercheurs d'argent. Ils ont besoin de sous pour travailler. Et ils ont besoin de faire du sensationnel pour avoir des sous. Et quand ils font du sensationnel, eh ben, voilà, ils font... Des fois, ils disent qu'on a un peu envie d'entendre, quoi. En fait, sur cette image, on voit aucun effet Doppler et on voit aucun disque d'accrétion, pour dire les choses clairement. Voilà. Et ça, c'est vraiment avéré maintenant, enfin, du moins avéré. Disons qu'il y a certains grands spécialistes comme Jean-Pierre Luminet pour qui ça fait aucun doute. Et vu qu'il est quand même pionnier dans l'imagerie des trous noirs, je pense qu'on peut lui faire confiance. En plus, c'est quand même un spécialiste vraiment mondialement reconnu de la métrique des trous noirs, etc. Donc il sait vraiment de quoi il cause. Et en plus de ça, et c'est lui-même qui est venu en parler sur ma page Facebook, vous voyez, bon, je le connais un petit peu, donc j'étais pas surpris plus que ça, mais ça me fait quand même plaisir, c'est pas non plus un ami d'enfance, quoi. Je poste les deux images et je dis, bon, mais cette image de droite, là, alors déjà, bon, je l'ai pas dit, mais déjà elle me plaît moins, je sais pas pourquoi, je la trouve comme ça, toute fine, toute rachitique et tout, je la trouve moins intéressante. Et puis, enfin voilà, je trouve que ça ressemble plus à un disque d'accrétion, quoi. Et je dis, voilà, ces deux images sont très différentes. Ben on en parlera dans mon live. Voilà, je sous-entends qu'elle m'étonne. Je le dis pas, mais elle m'étonne. Et il vient très gentiment sur ma page dire, il n'y a rien d'étonnant cette deuxième image. Et voilà, donc je commence une discussion avec lui. Et je lui dis, mais attendez. Moi, il y a des trucs que je comprends pas en fait là dans cette nouvelle image. Je pensais avoir bien compris l'image initiale de l'EHT, et là celle-ci, elle me trouble. Déjà, je vois plus d'effet Doppler. Je suis incapable de dire de quel côté ça tourne, parce qu'on a des côtés sombres un peu des. Voilà, on sait plus si c'est de droite à gauche ou de gauche à droite. On a toujours le même plan. Alors le plan de vision, l'angle de visée de l'observateur, c'est a priori 60 degrés. On est à 60 degrés du plan de rotation du trou noir, ok. Mais là, sur la nouvelle image de droite, je peux plus dire si ça tourne de droite à gauche ou de gauche à droite. Et j'ajoute, j'ai lu que certains disent qu'en fait, les zones claires, et typiquement les zones claires dans le nôtre de trou noir, enfin l'image du nôtre, celle que vous voyez maintenant à droite,
enfin, qui va apparaître chez vous. Ouh, il y a vachement de lag. Ah, il y a plus que du lag là, j'ai l'impression que ça a de nouveau sauté, non? Ok. Ah ouais, il y a un lag de ouf. Donc, sur l'image de droite, on a notre trou noir, et on voit qu'il y a 3 zones blanches, et en fait, il y a un gros problème. Il y a pas d'effet Doppler là. Ça s'est éclairé de partout. Il est où l'effet Doppler là-dessus? Alors certains ont dit oui, d'ailleurs des bulles de gaz chaud qui orbitent autour de Sagittarius. Ok. Moi je croyais que justement on avait eu beaucoup de mal à l'imager parce qu'il était très peu vorace en gaz. Il faut savoir, c'est complètement contradictoire. Et donc Jean-Pierre Luminet me répond oui effectivement c'est des artefacts, on ne peut pas voir l'effet Doppler, et il ajoute de toute manière c'est pas le disque d'accrétion qu'on voit, c'est l'anneau des photons. Alors je suis allé lire son article, et j'en ai reparlé encore cet après-midi à un physicien qui s'y connaît bien, parce que figurez-vous qu'il ne suffit pas d'être physicien pour comprendre ça, être capable de l'expliquer. Mon ancien directeur de planétarium, par exemple, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et je lui ai posé la question, enfin en fait je lui ai envoyé un message pour lui demander, il m'a dit j'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce dont tu me parles, parce que moi la grande question que je me posais, c'était ok, on ne voit pas le disque d'accrétion, on voit l'anneau des photons. Alors j'explique rapidement ce que c'est que l'anneau des photons, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis. Autour d'un trou noir, il y a l'horizon des événements, la zone dans laquelle il ne faut pas rentrer, vous tombez, parce que l'espace est trop déformé à cet endroit-là. Et juste autour de l'horizon des événements, il y a l'anneau des photons, qui est la dernière zone dans laquelle des photons vont tourner et vont éventuellement revenir vers nous. Alors, j'ai une très belle vidéo à vous montrer, qui va permettre peut-être d'illustrer ce que je dis. Tac, voilà. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle va apparaître vu le lag incroyable qu'il y a dans mon stream ce soir. Ah, il y a un peu moins de lag là on dirait. Enfin, je sais pas. Donc le n, c'est le nombre de tours que vont faire les photons autour du trou noir avant d'arriver dans l'œil de l'observateur. En fait, bizarrement, on va dire que la plaque qui est à droite, c'est l'observateur. Ouais, elle est très claire cette vidéo, elle est super. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est assez dingue parce que en fait, quand on regarde cette vidéo, le poteau rose est dévoilé, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, on voit bien que c'est pas vraiment le disque d'accrétion qu'on voit. Enfin, c'est pas clairement dit, mais ça colle aussi avec cette idée qu'en fait, non, c'est l'anneau des photons qu'on voit. Donc, moi, la grande question que je me suis posée ce matin en revenant du tennis, ça m'a pris d'un coup. Et je me suis dit, mais attends, si en fait, c'est les photons qu'on voit de l'anneau des photons, de la sphère des photons, mais pourquoi diantre est-ce que on voit un anneau et pas une sphère? Si je vous remets l'image, voilà. Pourquoi déjà le truc est vraiment circulaire? Parce que si on est à 60 degrés, on devrait voir une ellipse. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que en fait c'est pas tout blanc, quoi, si vous voulez? Pourquoi est-ce qu'il y a l'ombre? Pourquoi est-ce qu'il y a l'ombre? Parce qu'en fait, il y a des photons qui vont de partout. La sphère des photons, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une sphère. Oui, oui. Je me doute, Marion, que tu n'avais pas saisi, mais que tu comprendrais plus tard. Parce que j'ai écrit aussi à Marion pour lui en parler, comme je sais qu'elle a beaucoup bossé sur cette image. Et oui, tu sais que j'ai tendance voilà, à me poser des questions comme ça qui tuent la compréhension que j'ai de certaines choses, et ça me pousse à aller chercher plus loin, quoi. Euh, et donc voilà, bah, j'ai contacté le physicien qui ne pouvait pas répondre à cette question. Il ne savait pas. Et donc la supposition que je t'ai faite sur le SMS, je ne sais pas si tu te rappelles, je te dis, alors moi la petite idée que j'ai qui expliquerait pourquoi on voit un anneau et pas une sphère, c'est que en fait on verrait préférentiellement les photons qui sont près du disque d'accrétion, qui est un plan, je vous rappelle, hein, si vous voulez revoir le trou noir tourné, euh, on va se rapprocher d'un trou noir, j'enlève ça, tac, on va aller près de celui-ci d'ailleurs, tiens, M87,
hop. Alors il a un disque d'accrétion gigantesque, mais c'est pas grave, on va voir ce que je voulais vous dire. Tiens, on va enlever la HDR, parce que c'est plus clair je trouve comme ça. Donc on a à peu près ce plan là, voilà, on est à peu près comme ça, par rapport à l'image du trou noir. C'est-à-dire qu'il y a un G, que je vous ai pas montré d'ailleurs, mais qui, tiens, je peux vous montrer rapidement, qui était très connu sur les photos de Hubble ou autres. Tac, voilà. Donc ça c'est la galaxie M87 que vous allez voir quand le lag me permettra de vous afficher l'image. Voilà. Et le truc bleu là, c'est le G polaire en fait qui s'échappe du trou noir. Donc on avait toujours pensé qu'il était à environ 30 degrés. Et bizarrement, d'après les images de l'EHT, d'un coup on calcule que ce G polaire il est plus qu'à 13 degrés. Alors, Marion me dit, Luminé explique que lorsque le trou noir est en rotation, la sphère des photons et les bords internes du disque finissent par se confondre. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, lui, Luminé, il dit, c'est pas possible qu'on voit le disque d'accrétion. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais déjà, il rayonne pas dans les longueurs d'onde. Préférentiellement, il ne rayonne pas dans les longueurs d'onde de l'EHT. Et en plus de ça, voilà, c'est ce que tu expliques, c'est que en fait l'anneau des photons, enfin la sphère des photons, va interagir avec le bord interne du disque d'accrétion, et que en fait c'est ces photons-là que nous on va capter, enfin que l'EHT va capter, parce que c'est la plage de longueur d'onde qui capte. Bon, mais donc moi je me dis ok, mais pourquoi on voit pas tout le truc rempli de photons quoi? Et en fait je me dis bah parce que il y a quand même justement une interaction avec le bord interne du disque, et donc ça va faire juste plus de photons qui vont venir de là, et comme on n'en capte pas beaucoup en fait on capte cela et c'est tout quoi. Voilà. Et bon, pour faire très simple en fait c'est bien ça l'explication. Elle est un peu plus complexe que ça parce qu'il faut rentrer dans des considérations d'optique vraiment, en plus d'un truc dont moi j'avais jamais entendu parler qui s'appelle la caustique. CAU comme quelqu'un qui est drôle, qui est caustique. C'est le défléchissement de rayons lumineux. Et en plus dans un environnement voilà, ultra déformé par la masse. Donc on est vraiment dans un truc très particulier. Mais voilà, ce n'est pas le disque d'accrétion qu'on voit. Comme en plus de ça, on voit l'anneau des photons, il n'y a pas d'effet Doppler. Il n'y en a pas. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de cette image, si ce n'est la prouesse d'avoir réussi à capter quelque chose d'un trou noir. Ça reste évidemment. Hein. Mon but, c'est pas du tout de dire du mal du travail de l'EHT. C'est incroyable d'avoir fait ça. Ça nous a tous fait rêver, ça nous a tous fait poser des questions. Ça a confirmé voilà, la relativité générale et les trous noirs par rapport à d'autres. Oui, c'est la science en train de se faire, tout à fait. Par rapport à d'autres théories comme les gravastars ou autres, voilà, ça confirme les trous noirs un peu plus. Voilà, des gens comme Jean-Pierre Petit, ça les met encore plus en minorité parce qu'il refuse de croire aux trous noirs, lui. Voilà. Mais il y a moins à en dire que ce qu'on pensait. Alors, j'avais essayé de m'amuser à reproduire l'image du trou noir, mais en fait, mon logiciel, avec ce disque d'accrétion gigantesque, il n'en est pas capable. Le seul truc que j'ai réussi à reproduire, c'est sur un autre trou noir, qui est celui de M51. Et ça ressemble un petit peu. Bon, vraiment un petit peu, mais quand même. Alors par contre, des fois, ma carte graphique, elle n'aime pas du tout. Ce matin, j'ai eu un blue screen of the death en faisant ça. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai des pixels qui deviennent des carrés. Mais voilà, on commence à voir un truc qui ressemble un petit peu. On a le bon angle là. Alors c'est très éloigné hein, de la photo de l'EHT, on va pas se mentir, mais ça ressemble quand même un petit peu, donc il faut imaginer qu'il n'y a pas les... Voilà. Qu'il n'y a pas les étoiles autour. Voilà. C'est ma contribution à l'imagerie des trous noirs. Je ne peux pas faire mieux que ça, mais c'est pas mal. Et là, justement, ben, on a des photons qui sont au-dessus
Merci Marion. Voilà, ça me fait plaisir que quelqu'un apprécie l'effort, parce que l'air de rien, je le fais en 2 secondes, là, mais j'ai galéré à essayer de reproduire ça. J'ai vraiment fouillé dans mon logiciel pour arriver à un truc qui ressemble un petit peu. Euh, et là, en fait, ça contredit un peu ce que je vous ai expliqué, parce que là, on a des photons sur l'anneau des photons. Bah justement, voilà, c'est ces photons-là que le HT n'a pas capté, qui sont, on va dire, préférentiellement tombés dans l'horizon. Et voilà, nous, on a voilà, l'anneau bien circulaire qu'on voit, qui est bien dessiné, qui est à l'intérieur. D'ailleurs, tiens, vous voyez pas mon pointeur? Ah si, voilà. Voilà, on voit cet anneau-là, et pas les espèces de petites griffes là, comme ça, par-dessus. Voilà. Alors, bah écoutez, il est déjà tard, hein. On s'amuse bien. Ah non, je vous ai promis de faire un truc quand même. Quand même, je vous ai promis de faire un truc, on va le faire. Tout le monde est encore là? Ou tout le monde a coupé le son? Je vous avais promis qu'on jouerait un peu avec les trous noirs. Alors, on va quand même le faire. Euh... ok. Donc, je me suis pris un autre logiciel qui est bien sympa, qui est pas mal connu hein, du milieu. Cool, Jean-Baptiste, toujours là. C'est Universe Sandbox. Alors, c'est pas révolutionnaire hein, ce que je vais faire. C'est même des trucs de base, mais ça reste sympa. Donc, l'un des premiers trucs qu'on entend quand on parle de trou noir à des gens qui sont pas trop habitués, c'est bah, est-ce qu'on va finir dans un trou noir? Est-ce qu'un trou noir pourra ranger ma chambre? Non, je plaisante, mais est-ce que la Terre va tomber dans un trou noir? Est-ce que le Soleil va devenir un trou noir, etc. Donc, l'une des premières choses qu'on explique, c'est que ben, si. Donc là, vous voyez bien, on a le système solaire. Si en fait on remplace. Tiens, j'ai perdu les noms. Oh, ah voilà. Si on remplace le Soleil par un trou noir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le faire, tout simplement. Tac. On va remplacer le trou noir, le Soleil par un trou noir de même masse. Et regardez bien les orbites. Mais il se passe rien du tout. Voilà, personne tombe dans le trou noir. Parce que, évidemment, ce qui compte, c'est la masse. Et alors, on va vérifier, on a vraiment un trou noir. Hein. Je ne moque pas de vous. Alors, il est tout petit. Il va falloir beaucoup zoomer avant de le voir. Mais voilà, on a vraiment un trou noir. Ouais, c'est sympa de visualiser ça. Voilà, on a même une lentille gravitationnelle. Alors, ce logiciel est beaucoup moins visuel que Space Engine. Hein. Il est plus fait pour jouer avec la physique. C'est un logiciel qui va jouer sur la dynamique, vraiment, de la physique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je remplace un truc? Qu'est-ce qui se passe si je balance un laser sur la Terre? Qu'est-ce qui se passe si je mets Jupiter à la place de la Terre dans le système solaire? Est-ce que les orbites sont déformées, etc. Chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec Space Engine en magouillant énormément. Là vraiment, c'est prévu pour. Donc, on peut mettre un trou noir à la place du Soleil et on voit ce qui se passe. Donc, bah voilà, les orbites sont strictement inchangées parce que, à moins d'être collé à ce trou noir, en fait, vous n'allez rien ressentir de gênant, quoi. Par contre, évidemment, il se passe un petit truc quand même pour la Terre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un peu plus de neige que normalement, quoi. Tout côté ouest des États-Unis sous la neige. Voilà, on ne reçoit plus de lumière du soleil, donc alors il y a un petit truc qui n'a pas été pensé, c'est que ouais voilà, il fait froid Marion. C'est qu'en fait on devrait plus voir de côté éclairé de la Terre, bien sûr. Hein, ça devrait être le noir partout. Mais voilà, on est dans un âge glaciaire très fort, donc là on a un jour et demi, 1,3 jours qui passe en une seconde, donc il ne s'est pas passé tant de temps que ça depuis que j'ai depuis que j'ai fait l'apocalypse dans le système solaire, et on a déjà un âge glaciaire qui s'est emparé de nous. Euh, alors, on peut revenir à notre simulation de départ. Tac. Alors, est-ce que vous avez envie d'essayer des choses là?
On peut voir ce qui se passe si on met Sagittarius pas trop loin de nous, à l'extérieur du système, enfin à l'extérieur de Pluton, tout ça. Si vous avez des idées, ensuite on essaiera, puis après on ira se coucher. Enfin, on ira faire ce qu'on a à faire. Un trou noir à la place de Jupiter, d'accord. Tout à fait. Un trou noir de la taille du Soleil ou... Ok, un trou noir de la taille du Soleil, me demande Marion. Alors, aucun problème. Tac, tac. Voilà. Alors, on est où? Alors, Mars est là. Alors, du coup, ouais, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on voit plus. On ne voit plus Jupiter. Ah, elle est là. Hop, il y a Cérès qui, voilà, il y a Cérès qui se met en orbite. Pas là, Sirius. Alors, ben voilà. Logiquement, hein, tous les astéroïdes d'abord. Donc voilà, c'est là. On a Saturne qui change complètement d'orbite. On a tous les astéroïdes, tous les Troyens, tout ça qui deviennent complètement barges. Je pense que Mars ne va pas tarder à quitter son orbite aussi. Ah oui, Mars, elle est complètement sortie de son orbite, hein, regardez. Elle est en train d'inventer une nouvelle orbite, là. Alors, elle va vraiment se retrouver à mi-chemin du Soleil et du trou noir solaire. Donc, ouais, c'est le bazar. C'est le bazar. On peut voir en prenant un peu de distance, là, qu'on a beaucoup de matière, hein, de matériaux voilà, qui sont en train de se diriger vers le trou noir. Alors, par contre, pour ceux qui sont très loin, hein, Pluton, bon, pour l'instant, ça lui fait ni chaud ni froid. Enfin, plus froid que chaud. C'est Pluton, quoi. Alors, on peut recommencer, ou alors accélérer beaucoup, si vous voulez. On peut faire ça aussi. Voilà. Ah, d'accord. Alors non, je peux pas accélérer plus que ça. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Alors peut-être... Non, même pas. Ça fait trop de choses à calculer, en fait, pour le logiciel. Enfin, pour mon microprocesseur. Il commence à avoir du mal. Du coup, je peux pas... mettre 1 jour par seconde. Il peut faire que 20 heures par seconde. Il a trop de points à calculer. Mais bon, on voit déjà le joli bazar que ça fait. Alors, on peut redémarrer la simulation et mettre, par exemple, comme je disais, un trou noir supermassif assez loin. Ouais, on a compris ce qui se passait, quoi. Donc, on va ajouter un trou noir. Tac. Donc, 1 million de masses solaires. Si on met 2 trous noirs à la place du Soleil et de Jupiter, à la place du Soleil, ça changera rien. C'est ce qu'on a fait, en fait. Si on met deux trous noirs au lieu d'un, tu veux dire? 2 trous noirs à la place du Soleil et 2 trous noirs à la place de Jupiter? Alors, on essaiera si tu veux, ouais. Alors, attends. Déjà, ce qu'on va faire... Ah zut, j'ai mis un trou noir. Ah mince, c'est pas là où je voulais. Oh là là, on recommence, on recommence, on recommence. J'ai lâché un trou noir gigantesque, pas là où j'avais envie. Donc, ce que je voulais, c'était mettre un trou noir un peu loin. Voilà, et se rapprocher ensuite. Donc, ajouter un trou noir d'1 million de masse solaire. On va le mettre ici. Donc on est au-delà de l'orbite de Pluton, etc. Donc on est à 15 jours par seconde là. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bim, voilà. Regardez. Voilà, ça y est. Terminé. Il n'y a plus de système solaire. 15 jours en 1 seconde, c'est-à-dire que voilà, en 15 jours, il n'y a plus de système solaire. J'ai mis un trou noir de la masse de Sagittarius à environ 15 millions de kilomètres. Terminé. Et donc tu me dis de mettre 2 trous noirs à la place du Soleil et 2 trous noirs à la place de Jupiter. Allez, on va essayer ça. Alors, ce qu'on va faire, tiens. On va pas prendre cette simulation parce qu'il va avoir vraiment du mal à gérer tous les points. Enfin, ça va être très lent ensuite. Donc je pense que ce qui peut être sympa, c'est de le faire sur un système solaire très simple. On va essayer sur un système solaire miniature que j'ai fait où il y a juste les planètes. Et ensuite, on essaiera sur le vrai. Tiens. Mes simulations. Voilà. Donc, j'ai pas mis de lune, sauf la lune autour de la Terre. Et les orbites sont vraiment exactement dans le même plan. Enfin, j'ai fait un système solaire de livre d'école, quoi, en gros.
Alors, deux trous noirs à la place du soleil. Alors, on va se mettre en pause peut-être. Ah bah c'est en pause, c'est bon. Tac. Et donc j'en mets un autre à côté. Et deux à la place de... Ah non, un à la place de Jupiter et un à la place du soleil. Ah pardon. Excuse-moi. Voilà. Ben, je pense qu'il va se passer exactement la même chose que ce qu'on a vu avant en fait, hein. Parce que qui a un trou noir à la place du soleil, un trou noir solaire, de masse solaire, à la place du soleil ou le soleil, c'est pareil. Donc c'est vraiment juste le cas où on remplace Jupiter par un trou noir. Euh, là, j'efface Jupiter. Et je mets un trou noir à la place. Ouais, ouais, voilà, je peux accélérer là, c'est pas mal. Alors, bah, il y a un Mars qui a été capturé par le trou noir, ce qui paraît logique, par le trou noir qu'on a mis à la place de Jupiter. Mars se met à avoir une orbite très spéciale. Ah, c'est pas mal, hein. Il a du mal à... C'est intéressant. On va recommencer parce que j'ai fait un truc qui est dommage. On va recommencer, ce sera plus clair. Voilà. Alors, on garde en pause, on remplace juste... Parce qu'en fait, j'ai effacé Jupiter, donc c'est un peu dommage. On va juste faire ce que tu disais, remplacer. Voilà. Et ensuite, pareil pour Jupiter, on remplace. Je pense que ça va être légèrement différent. Voilà. Et tac. Alors. Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, c'est vachement étrange. J'ai l'impression que les orbites internes... Ah oui, 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 non, c'est logique. Les orbites internes se réduisent parce que Saturne, Jupiter, tout ça sont attirés. Par contre, l'orbite d'Uranus, par interaction, elle grandit énormément. Ah ouais, elle devient délirante l'orbite d'Uranus. Uranus est éjecté du système solaire. Alors là, je pense qu'on est vraiment dans un truc qui est complètement chaotique, hein. C'est-à-dire que si on le fait 10 fois, du moins si on le faisait en vrai, parce que le logiciel, je ne sais pas s'il arrive à gérer un truc comme ça, mais je pense qu'en vrai, il se passerait 10 fois des choses différentes. Parce qu'il y a trop d'éléments qui interagissent. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand je disais on ne peut pas vraiment prévoir en astrophysique, il y a trop d'éléments. Là, c'est un petit peu pareil. Je pense que, du moins si le logiciel est proche du réalisme, on ne devrait pas avoir à chaque fois les mêmes résultats. Ça va dépendre aussi évidemment de à quelle position de son orbite se trouvent Neptune et Uranus quand on installe le deuxième trou noir, etc. Donc on voit que Saturne se retrouve avec une orbite de comète autour du trou noir solaire. Et notre trou noir Jupiter, il est où en fait? Il est là, d'accord. Il n'a pas vraiment satellisé de planète. Là, on a vraiment mis le bazar. Et dire que, pourtant, dans l'univers, il y a des trucs comme ça.
nécessairement. Il y a nécessairement des planètes en orbite autour de deux trous noirs. Il y en a dans Space Engine d'ailleurs. Bon voilà, on s'est bien amusé. Bon, je suis désolé pour les soucis qu'il y a eu au début là, et puis le son qui apparemment est pas aussi bien que d'habitude. Il va falloir que j'étudie ce qui s'est passé. Alors je vous l'annonce quand même parce que j'en suis assez content. Je ferai un live, alors j'espère que ça se passera bien au niveau technique. Mais bon, j'en ai quand même fait 10, il y en a 8 qui se sont passés très bien, donc il n'y a pas de raison. Je ferai un live avec deux invités. Thomas Appéré, j'en avais déjà parlé, c'est un monsieur qui retraite depuis des années les images des rovers, en l'occurrence le dernier Persévérance et aussi Ingenuity, je crois qu'il fait des images. Donc il retraite les images de la NASA et voilà, son travail est vraiment reconnu dans le milieu. Euh, et un autre, Gwenaël Caraca, qui fait partie de l'équipe qui travaille sur le Supercam, le laser de Persévérance. Et en fait, les deux ont accepté de venir faire un live avec moi en allant sur Mars avec mon logiciel, avec Space Engine. Donc ça sera super sympa. On fera ça probablement courant mai. Voilà. Euh, voilà, merci d'être là. Merci encore sur les vues YouTube, hein, ça continue de monter. Je suis assez content. Il y a une vidéo qui a 5000 vues quasiment. J'ai plus de 10 000 vues sur les 9 vidéos que j'ai postées en 2 mois. Là, donc voilà, ça plaît bien, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que la semaine prochaine, comme ça me permettra aussi de prendre le temps de voir ce qui s'est passé. Je vais faire une petite pause. Voilà. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine des vacances, donc je ne ferai pas de live. Je remettrai ça à la semaine suivante. Merci à tous, merci d'avoir été là, merci Marion, et puis de ta participation aussi. Surtout voilà, quand on parle de trou noir et d'imagerie, ça me fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Merci à tous ceux qui sont passés et qui ont passé la soirée avec nous. Merci Jude, pardon. Et voilà, c'est sympa d'être venu. Bonne soirée. Salut Fred, salut Jean-Baptiste. Bye bye. Ah oui, il n'y a pas l'image, mais bon, c'est pas grave. Ciao.